Euh, Est-ce que je commence, Julie? Oui, tu peux y aller. OK, bon, excusez. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition, premier webinaire des Midis de l'Action climatique. Il va en avoir 3 ce printemps. Donc, le premier, c'est sur le climat et l'agriculture. On va commencer avec Dominique Brochu. Dominique, il est à la Fédération de l'UPA de la Naudière depuis 2018 comme agent en agro-environnement. Avant ça, il a été conseiller en agro-environnement chez Cogenor, qui s'appelle maintenant les services Agri-Experts, en fait de 2002 à 2018. Les projets sur lesquels il travaille actuellement, il y a la cohabitation agriculture et faune dans le littoral du lac Saint-Pierre. Il y a Agri-Climat, qui est un projet d'adaptation de nos fermes au changement climatique. On a aussi le projet Sol couvert en hiver. Donc, on a des essais de culture de couverture avec des producteurs agricoles de notre région. Et le projet Celano, qui est l'analyse de solutions techniques pour concilier les prélèvements en eau pour l'irrigation des cultures, tout en maintenant les fonctions hydrologiques et écologiques des tourbières de la Noret. Donc, aujourd'hui, Dominique va vous parler des impacts des changements climatiques en agriculture et des pistes d'action. À toi, Dominique. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie le CREL de m'avoir invité à venir vous parler de l'impact des changements climatiques en agriculture et des pistes de solutions que les producteurs peuvent prendre. Donc, on va voir ensemble le projet Agri-Climat. Je vais faire un survol des changements climatiques pour la Naudière en 2050 pour en arriver aux impacts des changements climatiques et des pistes d'adaptation. Donc, le projet Agri-Climat, dans le fond, c'est un projet qui est coordonné par le CEDAC, financé par le ministère de l'Environnement. Les UPA et les clubs agro participent au déploiement du projet dans toutes les régions du Québec. Il y a plusieurs partenaires dans le projet, dont Ouranos. La phase 1 du projet s'est déroulée de 2017 à 2020. C'était surtout pour apprendre des changements climatiques à l'aide de Ouranos, puis partager les connaissances avec les producteurs agricoles. Ensuite de ça, avec un groupe de producteurs, on a déterminé les impacts des changements climatiques à la ferme et comment ils pouvaient s'adapter à ces changements-là. À l'automne 2020, il y a eu un forum auquel possiblement quelques-uns d'entre vous avaient assisté pour en arriver à la création d'un plan d'adaptation régional et de fiches synthèse de sensibilisation pour chacune des productions pour la région de la Naudière. Tout ça est disponible sur le site Agri-Climat. Il y a une deuxième phase du projet qui est commencée en 2021 jusqu'en 2024. Dans le fond, dans ce projet-là, mon collègue va en parler un peu plus longuement dans la deuxième présentation. Mais il y a un réseau de 37 fermes pilotes chez qui on va tester un calculateur de gaz à effet de serre et voir à la ferme comment ces producteurs-là peuvent séquestrer du carbone. Il y a aussi un volet de soutien à certains projets collectifs. Dans le fond, l'essentiel de ma présentation aujourd'hui provient de ces documents-là. En fait, le plan d'adaptation en agriculture dans la Naudière que j'ai mentionné tantôt, disponible sur Internet, et aussi des fiches de changement climatique pour chacune des productions. Donc ici, je voulais juste mentionner en fait que les gaz à effet de serre sont liés avec les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ça, dans le fond, c'est des scénarios qui avaient été produits en début de projet en 2017 par le GIEC. Dans le fond, les 2 lignes en bas sont de moins en moins plausibles, si on veut, au niveau des changements climatiques. Donc, réduction importante et forte des GES, c'est de moins en moins plausible. On se situe plutôt au niveau entre la ligne rouge et orangée d'une réduction limitée des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, en fait, au Québec et partout dans le monde, en fait, il y en a 3 principaux. On parle du CO2, du CH4 et du N2O. Le CO2 a un pouvoir de réchauffant planétaire de 1.
Par contre, le CH4 a 25 fois le pouvoir réchauffant du CO2 et le N2O a un pouvoir de 300 fois celui du CO2. Tout ça, ces données-là proviennent d'un rapport du ministère de l'Environnement de 2016. Ici, dans le fond, je résume rapidement là, pour chacune des saisons les changements climatiques à l'horizon 2050 dans la Nodière. Donc, si on regarde en hiver, les températures, augmentation des températures moyennes tout le long de l'hiver, augmentation légère, si on veut, des précipitations, surtout sous forme de pluie, diminution de la neige au sol, diminution également de la durée d'enneigement. Au printemps, le dernier gel sera devancé. Légère augmentation des précipitations encore là au printemps. Saison de croissance allongée, on parle d'environ 22 jours. Puis, nombre de degrés jour également augmenté de 530, donc ce qui veut dire un potentiel de rendement plus élevé pour certaines cultures. En été, on parle d'une augmentation du nombre de jours avec des températures maximales au-dessus de 30 degrés Celsius. Au niveau précipitation, c'est plutôt stable si on veut. Par contre, il y aura un plus important déficit hydrique et lorsqu'il va y avoir des pluies, les pluies seront possiblement plus intenses. Pour l'automne, encore là, augmentation des températures moyennes, précipitation, légère augmentation ou plutôt stable. Puis, le dernier gel serait retardé aussi de quelques jours. Donc, en fait, là, les tendances annuelles qu'il faut retenir, peut-être au niveau de la température, c'est une augmentation pratiquement constante là, de la température sur toute l'année. On parle d'environ 3 degrés Celsius, avec une augmentation de la durée de production, si on veut, au printemps et à l'automne. Puis au niveau des précipitations, on parle d'une légère augmentation des précipitations, surtout l'hiver sous forme de pluie, tandis qu'à l'été, c'est plutôt stable là, au niveau des précipitations. Avant de parler des impacts négatifs sur des changements climatiques en agriculture, il y a quand même certains impacts positifs ou des opportunités que les producteurs ont. Donc, avec une saison de croissance plus longue, il y aurait un potentiel de rendement plus élevé pour certaines cultures. Donc, pour le maïs-grain, les producteurs pourront implanter des cultures avec plus d'UTM, donc plus de rendement. Au niveau du foin, on pourrait penser que les producteurs pourraient peut-être faire une coupe de plus. Donc, ça serait intéressant pour les producteurs laitiers et bovins. Pour les producteurs qui ont des animaux au pâturage, ils pourront profiter d'une période plus longue de pâturage. Donc, intéressant à ce niveau-là pour, dans le fond, profiter du foin là, au pâturage comme tel. Meilleure maturité des grains à la récolte pour les cultures, comme par exemple pour le maïs-grain. Si on a des automnes plus cléments, dans le fond, le grain va maturer plus longtemps au champ. Donc, diminution du temps de séchage et diminution aussi de la facture de séchage de ces grains-là. Également, facilité d'implantation des cultures d'automne ou des céréales d'automne ou des cultures de couverture. Un peu comme l'an passé, on a eu un bel automne, donc les producteurs ont pu profiter là, de ce temps-là pour installer des cultures de couverture. Il y aurait aussi possibilité de faire 2 cultures dans la même année. Ça se fait déjà dans certains cas, mais ça pourrait peut-être s'intensifier. Donc, par exemple, les producteurs pourraient faire une coupe de foin en juin, puis suite à ça, faire un semi-direct de soya. Donc, on aurait 2 cultures dans la même année. Au niveau des cultures horticoles, les producteurs pourraient profiter de nouvelles cultures, en fait, là, qui exigent plus de chaleur. Ça peut être intéressant pour eux. Récolte prolongée pour certaines cultures dues au gel plus tardif en saison. Aussi, pour les animaux en bâtiment, il y aurait une diminution de la facture et des besoins de chauffage en hiver, donc ça peut être intéressant pour eux à ce niveau-là. Puis aussi, possiblement, un développement de la production en serre là, qui pourrait être intéressant. Au niveau des impacts négatifs ou des menaces, en fait, là, il y aurait une diminution de la survie à l'hiver de certaines plantes dues aux pluies d'hiver et au cycle gel-dégel. Donc, on peut penser là, à la luzerne, céréales d'automne et petits fruits qui pourraient avoir une mortalité plus importante. Donc, dans le fond, les producteurs devront faire en sorte d'avoir un couvert de neige constant dans tout le champ durant toute la saison. Donc, l'implantation de haies brise-vent pourra leur aider à ce niveau-là.
Il y a un producteur qui avait essayé aussi des clôtures à neige, en fait, là, clôture à neige végétale en lin. Il avait mis du lin aux 30 pouces dans ses céréales d'automne, puis ça avait fait en sorte qu'il y avait une bonne couverture de neige au sol dans tout son champ. À l'automne aussi, pour la dernière coupe, les producteurs devront augmenter la hauteur de la coupe pour pouvoir capter plus de neige au sol dans tout le champ. Et puis pour les cultures petits fruits, il serait important d'avoir un paillage adéquat là, pour protéger les plants du dégel. Pour ce qui est de plus à l'été, dans le fond, il y aurait un risque d'augmentation de la mortalité des plantes pérennes, surtout en cas de fauche trop rase là, pendant les périodes de canicule que j'ai mentionnées tantôt et des températures au-dessus de 30 degrés Celsius. Donc, en fait, il y a des espèces qui sont plus adaptées à des conditions sèches et chaudes, donc peut-être remplacer le mil dans les cultures pérennes par du fétuc ou du brome qui sont plus adaptés là, aux conditions sèches. Augmenter aussi la hauteur de coupe en été pour réduire le stress des plants. Éviter la compaction des sols aussi en profondeur pour faire en sorte que les racines puissent descendre dans le profil de sol pour aller chercher de l'eau plus profondément dans le profil. Autre menace aussi, c'est une augmentation de la pression des insectes, maladies et mauvaises herbes. Il y aurait possiblement des nouveaux insectes là, qui pourraient nous arriver du sud. Dans le fond, les producteurs devront s'assurer de faire un bon dépistage des ravageurs, un dépistage régulier pour voir s'il y a des nouveaux ravageurs qui envahissent les champs. Aussi avoir une rotation des cultures intéressante, en fait, pas seulement maïs, soya, mais intégrer peut-être du foin ou des céréales qui pourraient être intéressants là, dans le fond, les céréales d'automne et le foin peuvent être intéressants pour diminuer la pression des mauvaises herbes. Puis, dans le fond, si on intègre une troisième culture ou même du foin dans la rotation, on peut briser le cycle de certaines maladies. Là. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Aussi, les producteurs peuvent implanter des brise-vents ou des îlots de biodiversité pour attirer des nouveaux prédateurs qui vont venir, dans le fait, là, manger les insectes et tout ça. Autre chose aussi, l'été, avec les canicules qu'on va avoir, le sol risque d'être plus sec. Donc, s'il y a des pluies intenses l'été, le risque d'érosion sera augmenté, l'érosion hydrique des sols. Donc, pour ça, les producteurs devront favoriser l'infiltration de l'eau dans le profil de sol. Donc, oui, il sera important d'avoir un drainage souterrain adéquat, d'un nivellement de surface adéquat. Mais le plus gros point, je pense, c'est la santé des sols. Le sol devra avoir une bonne structure pour que l'eau puisse pénétrer dans le sol et moins ruisseler à la surface. Autre chose aussi, les producteurs devront éviter la compaction des sols. On parle, dans le fond, de poids de la machinerie, faire attention au poids de la machinerie sur tous leurs équipements. On parle souvent d'un poids maximal de 3 tonnes à la roue pour éviter la compaction en profondeur. Aussi, autre chose, laisser les résidus à la surface du sol. Donc, pratiquer le semi-direct ou du travail réduit du sol. Dans le fond, les résidus à la surface font des petits barrages, si on veut, puis ralentissent la vitesse de l'eau à la surface du champ et font en sorte que l'eau puisse pénétrer dans le profil de sol au lieu de ruisseler. Autre chose aussi, l'implantation de cultures de couverture, c'est un peu le même principe là, que les résidus au sol. Donc, les producteurs devront s'habituer à implanter des cultures intercalaires dans le maïs soya ou aussi des cultures de couverture en dérobé en fin de saison, après le soya, après les céréales, pour profiter, en fait, pour réduire l'érosion hydrique en surface de sol. Et aussi, ce qui est intéressant, les céréales d'automne qui poussent rapidement au printemps suivant peuvent encore là réduire de beaucoup le ruissellement de l'eau à la surface du sol au printemps. Stress hydrique des cultures, augmentation du stress, dans le fond, surtout en sol léger et compacté lors de canicules l'été.
Pour ça, les producteurs devront peut-être penser à avoir des systèmes de contrôle de drain. Donc, ouvrir le système de drain au printemps et à l'automne pour permettre d'évacuer les surplus d'eau du champ. Par contre, à l'été, ça serait peut-être intéressant de bloquer ces drains-là pour garder un peu plus d'eau dans notre profil de sol. Éviter les sols à nu. Donc, encore là, un peu comme tantôt, travail réduit du sol, semi-direct et avoir des cultures de couverture au sol pour diminuer l'impact du rayonnement solaire sur le sol comme tel et éviter, réduire un peu l'évaporation. Les producteurs devront également faire des choix d'espèces et de cultivars qui seraient mieux adaptés ou plus adaptés aux conditions sèches l'été. Donc, on voit peut-être ça peut-être plus au niveau horticole, mais les producteurs devront faire un choix attentif là-dessus. Encore là, pour les producteurs horticoles, améliorer la gestion de l'eau, ça sera quelque chose de très important pour eux. Donc, utiliser des outils d'aide à la décision comme des tensiomètres qui peuvent nous indiquer quand intervenir au champ pour faire l'irrigation. Mieux connaître les besoins en eau, je pense que ça va être important pour chacune des cultures pour venir irriguer au bon moment, quand la plante en a besoin. Avoir des systèmes d'irrigation plus performants, donc on parle de systèmes goutte à goutte ou de pivots qui réduisent les pertes d'eau, sont plus efficaces que des systèmes conventionnels agiteurs, par exemple. Et aussi s'assurer d'avoir un accès suffisant en eau, que ce soit en qualité et en quantité, pour subvenir aux besoins des plantes lors des canicules répétées à l'été. En serre, c'est sûr qu'on risque d'avoir des températures un peu plus élevées. Donc, les producteurs devront améliorer la ventilation pour gérer les températures hautes et l'humidité également. Donc, pour certaines cultures aussi, peut-être que les producteurs peuvent utiliser des ombrières pour éviter le rayonnement du soleil directement sur les plants. Donc, ça se fait pour certaines cultures. Donc, les producteurs devront peut-être s'adapter avec des ombrières. La récupération de l'eau de pluie sera importante aussi pour eux, pour la gestion de l'eau, et recycler l'eau aussi si c'est possible de le faire pour éviter le gaspillage et les pertes d'eau. Au niveau, les producteurs horticoles vont avoir aussi un défi de conservation de fruits et légumes, surtout récoltés en température élevée, comme on a connu en septembre 2019, je crois, où est-ce qu'il y avait eu des températures très élevées à la fin septembre, puis c'était difficile de gérer les légumes en entrepôt. Donc, les producteurs devront peut-être utiliser des systèmes de chambres froides pour refroidir rapidement les denrées avant de rentrer dans les entrepôts. Aussi, il va y avoir une amélioration à faire des systèmes d'isolation et de ventilation dans les bâtiments d'entreposage pour mieux gérer les températures élevées et l'humidité. Pour ce qui est des animaux en élevage, en fait, en bâtiment, dans le fond, à l'hiver, il va y avoir une difficulté de gestion de l'humidité dans les bâtiments, surtout lors de redoux à l'hiver, ce qui pourrait apporter plus de maladies pulmonaires, surtout pour les jeunes animaux. Et l'été, c'est plus le stress thermique des animaux qui se traduit par une diminution de production, que ce soit la production de lait ou la production de viande aussi, bien moyen quotidien, et aussi une diminution du taux de conception des animaux. Donc, dans les bâtiments, les producteurs devront adapter, avoir des ventilations efficaces pour sortir le surplus de chaleur d'humidité, avoir une isolation adéquate aussi des bâtiments. Pour les nouveaux bâtiments, ça serait peut-être intéressant d'avoir une toiture de couleur plus pâle pour réduire en fait, réfléchir les rayons du soleil pour éviter trop de chaleur dans les bâtiments comme tels. Les producteurs pourraient aussi implanter des brise-vents en bordure des bâtiments pour offrir de l'ombre, pour avoir de l'ombre sur les bâtiments, mais aussi profiter d'une fraîcheur de l'air venant de ces brise-vents-là. Aussi, il serait important d'avoir une eau fraîche en quantité et en qualité, surtout lors des canicules à l'été. Les producteurs devront également adapter l'alimentation des animaux lors de canicules.
En production avicole et porcine, il y a des systèmes de brumisation qui peuvent être installés pour rafraîchir les animaux lors de périodes de canicule. Par contre, il faut faire attention à ça. Ça prend des systèmes de ventilation quand même adéquats pour ça. Attention particulière devra être apportée aussi au bâtiment comme tel, à la structure du bâtiment, pour qu'elle puisse supporter là, la neige et surtout la glace qu'on risque d'avoir plus fréquemment à l'hiver. Pour ce qui est des enclos et des pâturages, l'été, c'est un peu la même chose au niveau stress thermique des animaux. À l'hiver, par contre, pour les animaux bovins de boucherie, la gestion des enclos d'hivernage sera plus difficile à cause de la pluie qu'on va recevoir l'hiver et des cycles plus fréquents de gel-dégel. Donc, il serait important d'avoir des haies brise-vent en bordure ou à proximité des enclos et des pâturages pour faire de l'ombre aux animaux. Il serait important aussi d'avoir une eau fraîche en quantité, à qualité et à proximité aussi des sites. À proximité pour pas que les animaux aient plusieurs minutes de marche à faire avant d'avoir un point d'eau. Donc, il faudra faire attention à ça, la proximité de l'eau. Un peu comme tantôt, adapter l'alimentation lors des canicules. Il serait important pour les bovins de boucherie d'améliorer la portance des enclos parce qu'il va y avoir plus de cycles gel-dégel et plus de pluie à l'hiver. Donc, apporter là, des quantités intéressantes de paille et de copeaux de bois pour absorber ce surplus d'eau-là. Pour les enclos, ça serait peut-être intéressant là, sur une partie de l'enclos d'avoir une toiture permanente pour que les animaux puissent se réfugier à cet endroit-là et avoir une surface là, à portance améliorée, donc peut-être en béton, pour éviter que les animaux là, se retrouvent trop dans la boue et calés dans la boue là, lors des cycles gel-dégel. Dans le fond, je termine avec ça. Lors du forum en 2020, en fait, il y avait eu, vous étiez peut-être présents, les producteurs aussi, et il y a les producteurs ont nommé des priorités collectives dans le plan d'adaptation. La première priorité, c'était vraiment la gestion de l'eau, que ce soit en champ et en élevage. Donc, on parle de quantité d'eau. Mais gestion aussi des conflits d'usage, c'est quelque chose qui revient souvent, donc conflits d'usage entre producteurs, mais aussi entre usagers. Donc, ça sera quelque chose à faire attention là, à l'avenir avec les changements climatiques. Deuxième priorité, j'en ai parlé quand même pas mal, améliorer la santé des sols, ça va être quelque chose de capital pour nos sols cultivés au Québec, d'avoir une bonne santé des sols. Troisième priorité, on parle de qualité d'eau. Et en dernier lieu, on parlait de gestion des canicules. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter sur les impacts des changements climatiques et des adaptations en agriculture. Merci. Merci beaucoup, Dominique. J'ai oublié de mentionner d'entrée de jeu qu'à la fin, toute fin, il va y avoir une période de questions. Vous allez pouvoir écrire vos questions dans le volet discussion en prenant soin d'adresser, elle est à qui, votre question. Donc maintenant, notre deuxième conférencier, Imer Dazni. Il détient un baccalauréat en sciences agronomiques qui est en voie d'intégrer l'Ordre des agronomes du Québec. Imer travaille chez Service Agri-Expert depuis 2021 en tant que technicien en grande culture. Et il accompagne les producteurs agricoles de la région pour les services réglementaires et les suivis au champ. Parmi les projets sur lesquels il travaille en collaboration avec d'autres organisations, il y a Agri-Climat, le réseau d'alerte phytosanitaire, la survie hivernale de la luzerne et les essais de culture intercalaire dans le littoral du lac Saint-Pierre. Donc, à toi la parole, Med. Ça ne sera pas bien, non?
pendant qu'ils se préparent, je pourrais nommer ça dont il va être question. Dans le fond, Imed va nous parler du réseau des fermes pilotes pour le calcul des émissions de GES et la séquestration du carbone à la ferme. Bon, j'ai déjà annoncé ton titre en même temps que Bonjour, mon merci beaucoup. PowerPoint est prêt. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier la CREL de m'avoir invité à cette conférence intitulée Le réseau des fermes pilotes, émissions des gaz à effet de serre et séquestration du carbone. Comme il vient de le montrer, Dominique, dans sa présentation concernant les principaux GES, il est tout d'abord primordial de savoir les sources de ces trois principaux GES que les fermes québécoises génèrent. Le premier, c'est le CO2. Donc, il est émis essentiellement par la fabrication des fertilisants, des pesticides, des machineries aussi. La production de l'électricité peut aussi générer du CO2, le chauffage des bâtiments, la consommation des énergies fossiles par les machineries. Aussi, ça constitue principalement les principales sources de l'émission de CO2. De même aussi, les fertilisants azotés qui sont à l'origine, qui sont épandus sur les terres, qui seront à l'origine aussi de l'oxyde nitreux, le N2O, le N2O. Au même titre aussi, les déjections dans les champs, les déjections des animaux dans les champs peuvent aussi être à l'origine de N2O. La même chose aussi, la décomposition des résidus de culture peuvent être à l'origine aussi de l'oxyde nitreux. Enfin, les bovins aussi et le stockage du fumier, qui est le stockage de fumier qui est à l'origine qui est la source des deux gaz à effet de serre, le méthane et l'oxyde nitreux. Donc, le méthane aussi, il est à l'origine et il vient de l'origine aussi bovin, parce que les bovins, lorsqu'ils digèrent de l'herbe, ils libèrent aussi le méthane. Pour ça, comment lutter contre les changements climatiques? Il fallait avoir une stratégie. Donc, la stratégie, c'est la séquestration du carbone dans les sols. Cette séquestration améliore la santé des sols et donc les sols ils vont avoir une forte teneur en carbone et seront vivants et regorgent aussi des organismes bénéfiques. Une teneur aussi élevée en carbone dans les sols aide les cultures à résister contre la sécheresse, réduit aussi les besoins en fertilisants synthétiques et contribue possiblement à réduire le recours aux fongicides, herbicides et aussi insecticides. Mais comment maintenant les agriculteurs peuvent devenir des acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques? Nous pouvons favoriser la séquestration du carbone dans les sols en faisant recours aux bonnes pratiques agricoles, donc par l'amélioration des pâturages et leur gestion, le recours aussi aux rotations des cultures, les cultures intercalaires et les cultures de couverture seront aussi une bonne alternative pour ça. Le travail réduit des sols dans les systèmes de culture. De même, l'approche biologique aussi, ça aide beaucoup à séquestrer le carbone et ça va être une bonne solution aussi. Et de même, la préservation des milieux humides et les brise-vents. Pour passer à l'action, dans notre province, il fallait avoir un organisme qui chapeaute le projet et qui implique aussi les différents intervenants dans chaque région de la province. Le CDAQ, qui est le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, qui est le porteur du projet Agri-Climat dans sa phase 2, a annoncé la mise en place d'un réseau de fermes pilotes qui sont engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Dans ce cadre de ce projet, ces fermes ils vont collaborer étroitement à l'élaboration d'une nouvelle démarche pour déterminer les actions appropriées pour chaque entreprise. Et cette démarche sera, au terme de 3 ans, d'ici le 2024, sera disponible à tous les producteurs et conseillers agricoles
du Québec. Le nombre de fermes pilotes est évalué à 37 fermes dans l'ensemble de la province. Et aussi, il travaille avec les différents conseillers des clubs conseils, tout ça pour s'impliquer à améliorer ou bien à lutter contre les changements climatiques. Donc, dans notre région, ici, la Naudière, 2 fermes ont été sélectionnées pour faire partie du réseau. Les fermes Lortie Inc., qui est une ferme installée à Saint-Laurentide et qui œuvre dans les grandes cultures, et aussi la ferme BM Forget Inc., qui est installée à Laval et œuvre aussi dans les cultures maraîchères. Dans sa phase 2, les objectifs définis par le projet AgriClimat, c'est développer et partager de nouvelles connaissances sur les menaces et l'opportunité pour les entreprises en lien avec l'évolution du climat. Aussi, voir l'impact des activités de l'entreprise sur le climat en établissant le bilan carbone. Développer aussi et mettre en œuvre un plan d'action pour lutter contre les changements climatiques à l'échelle de l'entreprise, réaliser un suivi et une évaluation des actions mises en œuvre, telles que les coûts, les bénéfices, les difficultés, les facteurs de succès, tout ça, et communiquer les bons coups et les défis auprès du secteur. Ça, c'est l'ensemble du processus de diagnostic et d'accompagnement durant toute cette phase-là, numéro 2 du projet AgriClimat. Maintenant, sur le terrain et tout au long de la durée du projet, les actions sur la ferme sont planifiées comme suit. Donc, la réalisation du diagnostic de la ferme a été faite cet hiver-là. Donc, suite à une rencontre avec les producteurs, je vais parler de ça dans les prochains diapos. Donc, les autres actions et les 2 autres actions vont être étalées jusqu'à l'été 2024, soit la mise en œuvre des actions qui va nous prendre une année jusqu'à l'été 2023 et le reste, l'année suivante, c'est la mise à jour du diagnostic et communication. Donc, à court terme, et suite à une formation qu'on a fait au mois de décembre dernier, on a passé à l'action au mois de janvier par l'organisation d'une première rencontre avec le producteur. Et cette première rencontre a eu comme objectif, c'est présenter l'évolution du climat à la ferme, échanger aussi les menaces et opportunités des conditions climatiques au regard des pratiques de la ferme, collecter les informations aussi nécessaires pour l'adaptation et le gaz à effet de serre avec le bilan carbone, prendre aussi des notes de premiers éléments de réflexion avec le producteur, savoir comment le producteur réagit à ça face à l'évolution du climat, et aussi les pistes d'adaptation nommées par le producteur s'il y en a. À la suite de cette première rencontre, on a analysé les menaces déjà présentes sur la ferme et ainsi que les pratiques qui les rendaient plus ou moins à risque. Donc, et aussi identifier les besoins des données supplémentaires qui permettraient de raffiner notre évaluation de l'ampleur de la menace ou de l'opportunité. Cette rencontre aussi, cette rencontre a été suivie par une formation sur le calculateur au GOS au mois de février. Et ce calculateur, c'est un logiciel simple à l'usage par les producteurs et aussi par les conseillers, qui va permettre de calculer le bilan d'émissions des gaz à effet de serre, bien sûr en se basant sur les données collectées sur la ferme, et de savoir aussi les postes d'émission sur lesquels il est possible d'agir. Par conséquent, les producteurs aussi, suite à cet calcul-là, parce que nous, on s'est rendu à cette étape-là et on a commencé à faire le calcul. Donc, les producteurs seront en mesure de terminer à la suite de ce calcul-là les pratiques qui permettront d'optimiser
le levier de lutte au changement climatique dans leur entreprise et ainsi leur permet de mettre en place ou bien de poursuivre des actions afin de lutter contre les changements climatiques à l'échelle de leur entreprise. Et bien sûr, tout ça, ça se fait à travers la stratégie de la séquestration du carbone dans le sol. Merci beaucoup, j'ai fini. Si vous en avez des questions, bienvenue. Un gros merci. Donc, les questions, vous pouvez les rédiger dans le volet de discussion. Et c'est ça, juste dire si ça s'adresse à Dominique ou à Ahmed ou aux deux. Donc, je suis prête à prendre les questions, s'il y en a. J'ai peut-être, même quand tu as parlé d'une ferme à Laval, est-ce que tu voulais plutôt dire Lavaltrie? Non, c'est vraiment une ferme à Laval. Okay. Dans le fond, parce que les territoires de l'UPA et les territoires du MAPAC ne sont pas les mêmes, donc des fois, c'est un peu mélangeant, mais effectivement, il y a une ferme à Laval là, qui participe au projet, mais il y a aussi un producteur de pommes de terre, Saint-Thomas, qui participe aussi au projet. Là. Donc, peut-être qu'il ne met peut-être pas nécessairement au courant parce que ce n'est pas lui qui fait le suivi chez le producteur, mais il y a aussi un producteur de pommes de terre. Ah, OK, super. Bon, ici, on a une question sur la modélisation. Est-ce que c'est un outil qui est disponible, j'imagine, accessible à tous ou... J'imagine qu'on parle du logiciel de calcul. Ouais, le calcul des GES, je pense. Oui, c'est ça. Le logiciel de calcul de GES, dans le fond, actuellement, il n'est pas disponible. Dans le fond, c'est seulement que les conseillers, dans le fond, ils mettent là, qui testent, si on veut, le logiciel. Tout ça est en bonification, là, si on veut. Là. On le teste chez les producteurs nous donnent un feedback, qu'est-ce qui marche pas, c'est un logiciel assez simple là, de ce que j'ai pu voir. Là. C'est pas moi qui fait les essais chez les producteurs, mais je pense que c'est un logiciel assez simple. Donc, à la fin du projet, en 2024, c'est là qui va être l'objectif de lancer un logiciel qui va être disponible à tous. De quelle manière, je ne sais pas encore, mais c'est le but là, en 2024 de rendre ça disponible à tous les conseillers. Ouais, est-ce que j'ai bien répondu, Ahmed? Mireille Asselin qui a posé la question, elle dit qu'ils ont aussi des outils comme ça en architecture. Elle demande si ce serait possible de mettre ça ensemble, éventuellement. Peut-être qu'elle fait référence aux bâtiments agricoles ou... Oui, j'ai peut-être un peu de misère à comprendre la question. Les outils au niveau architecture, oui, OK, par rapport à... OK. Elle dit bâtiment et ses impacts sur les gaz à effet de serre. Probablement le chauffage des bâtiments ou... Oui, OK. Bien, écoute, je n'étais pas au courant que ça existait. Il faudrait que j'en parle à la responsable là, au CEDAC là, qui s'occupe du grand projet à travers le Québec, si elle était au courant de ça, puis l'informer. Mais personnellement, je n'étais pas au courant que ça existait. Là. Ah, OK. Bon, ben, je pourrais faire le lien. En cas de besoin, Mireille est administratrice au CREL. Okay. Oui, c'est ça, j'allais dire que c'est vraiment un outil intéressant quand ça va être développé, accessible à tous. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis y a-t-il un intérêt pour la captation du carbone pour les entreprises agricoles si un jour ça pouvait être inclus dans la bourse du carbone ou selon vous autres? Excellente question. C'est sûr qu'on reste toujours pas loin de ça. On regarde un peu tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Mais en tout cas, dans les dernières discussions que j'ai eues avec Sarah Delille, responsable du projet au CEDAC, elle me disait que, dans le fond, les
les fermes, en général, même pratiquement à 100%, ils ne sont pas carboneutres. Donc, c'est extrêmement difficile d'être carboneutre, fait qu'il n'y aurait pas nécessairement de carbone à vendre, là, d'après moi, là. Mais pour la séquestration, est-ce que ça pourrait être un incitatif ou c'est pas assez, hein, c'est pas assez de carbone probablement? Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais il faudra voir peut-être au fil du projet combien de carbone on peut séquestrer dans le sol, parce que ça va surtout se faire là, je crois. Puis sur le long terme aussi, qu'est-ce que ça donne? Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité de revendre ça sur la bourse du carbone? On n'a aucune idée là, pour l'instant. Il est peut-être trop tôt pour parler de ça. En attendant, il y a la rétribution des bonnes pratiques là, qui viennent d'être annoncées. Est-ce que ça, tu penses que c'est un facteur de motivation à participer à des projets comme ça ou pour nos agriculteurs? Ben, je l'espère que les producteurs vont profiter de ces argents-là de rétribution pour faire de meilleures pratiques agricoles, c'est sûr. Il y a de l'argent sur la table, donc il faut en profiter. C'est sûr que, bon, des fois, ça prend des outils aussi, hein. Fait que pour implanter des cultures de couverture, par exemple, donc ça prend des outils, de l'équipement. Les producteurs ne sont pas tous équipés, mais il n'y a pas d'argent pour subventionner les producteurs qui font l'achat de ces équipements-là. Moi, j'ai quelques producteurs qui m'ont appelé déjà à savoir si justement ce programme-là payait l'achat d'équipements, mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a une première étape là, que les producteurs doivent faire. Donc, je pense qu'il faut peut-être qu'ils soient convaincus d'abord pour procéder à l'achat de la machinerie, puis après ça, faire les actions au champ. Puis il y a la part de risque aussi au début quand on fait les essais des couvertures intercalaires ou le couvert végétal permanent. Il faut faire des tests, des parties de culture qui peuvent être plus à risque, moins rentables si on veut au début, là. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours une part de risque là. Si on parle de culture dans un couvert vivant, là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de littérature par rapport à ça, donc effectivement, c'est un peu plus risqué. Par contre, au niveau culture intercalaire, en grande culture, surtout au niveau du maïs, je pense que on est rendu habitué, c'est de plus en plus facile d'intégrer ça, donc il n'y a plus trop de questions là-dessus. Par contre, au niveau maraîcher, culture de couverture, ça commence. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre encore à ce niveau-là. Le projet qu'IMED a présenté, en fait, ça va aider à avoir des données là-dessus, j'imagine. Je sais pas. Écoute, bonne question. Dans le fond, en fait, dans cette deuxième phase du projet-là, les producteurs vont savoir où est-ce qu'ils émettent du DGS, où est-ce qu'ils peuvent agir pour réduire leur émission de gaz à effet de serre, puis comment ils peuvent séquestrer. Donc, effectivement, peut-être qu'ils peuvent savoir à un moment donné, si j'implante une culture de couverture, quelque chose comme ça, je séquestre tant de carbone. Mais ça, je ne peux pas dire si le logiciel va nous permettre de calculer tout ça. Il est possible. Mais est-ce que dans le projet, disons qu'on veut encourager ces pratiques-là, ça peut être intéressant d'avoir une idée des coûts versus rendement après tant d'années. Est-ce que ça va être analysé ou c'est strictement GS, le projet? Oui, ça va être dans les prochaines étapes, là, ça va être analysé aussi. Ah, Je l'ai OK. mentionné, oui. Sauf OK. on n'est pas rendu là, donc je ne peux pas vous répondre exactement par rapport à ça. Ah non, Moi aussi, j'apprends avec le temps. Comme le calculateur GES, là, je viens de l'apprendre, c'est un bon outil. Donc, les prochaines étapes, comme je vous ai dit, on va le savoir prochainement. Ça peut être l'occasion, ça va se présenter avec vous aussi pour une autre conférence. On va développer ça de plus, là. excellente idée. J'ai un autre, je ne sais pas si c'est une question, un commentaire, je vous lis ça. Il serait intéressant de regarder dans le cadre de Net Zero et LEED qui ont des simulateurs et des systèmes de calcul
excusez, là, c'est dur à lire. Les impacts du site de sa gestion des eaux usées, haute surface, séquestration du carbone. Vraiment intéressant. Mon Dieu. Julie, penses-tu qu'on peut donner la parole à Mireille? Parce que j'ai vraiment de la misère à Oui, je pense comprendre. qu'on peut faire ça. Attends, Mireille. Je pense que ça va être plus facile. Je vais juste la trouver dans la liste. Voilà. Mireille, on t'entend? Oui. Oui, je suis vraiment désolée d'avoir de la difficulté à te lire. Vas-y, de vive voix, ça va être plus facile. Je pense que je vais envoyer des liens pour regarder parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent dont on sert déjà pour la gestion des sites, pour les projets Net Zéro et LEED. Puis pour les bâtiments, c'est très, très, très nouveau aussi. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'avoir les deux en impact. Là, j'ai été fascinée de vous entendre sur ce qu'il faut faire pour les bâtiments ou vers où on s'en va, ce qu'on fait déjà. Donc, je pense qu'il va falloir justement faire des bâtiments qui sont respectueux tant pour les animaux que les gens aussi. Puis on peut séquestrer le carbone aussi dans les bâtiments en construisant en bois, en faisant. Il y a plein de mesures là, que je trouve votre projet est vraiment hyper intéressant, mais qu'il ne faudrait pas qu'il soit isolé. Il faudrait je n'ai pas trouvé d'autre mot que merger tantôt pour l'intégrer avec les autres recherches qui se font actuellement. Merci, oui, effectivement, c'est intéressant. Je ne suis pas nécessairement au courant de ces cadres Net Zéro. LEED un peu plus, Net Zéro, je connais moins. Donc, effectivement, on pourrait apporter ça au CEDAC qui fasse des liens puis qui vérifie qu'est-ce qui se fait de ce côté-là. Par contre, au niveau du calculateur GES, là, je ne suis pas certain. Je pense qu'il travaille plus au niveau des sols, pas nécessairement au niveau bâtiment. Là, si je me trompe, Imed pourra me corriger, mais je crois que c'est plutôt comme ça. Puis aussi, il faut dire, dans la région, là, on a un producteur grande culture, un producteur pommes de terre et un producteur plus peut-être horticole, je crois, M. Forget. Là. Donc, Maraîcher. Maraîcher. Fait que, Ouais. on n'a pas de production qui font de l'élevage. Fait que, on n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se fait là, dans le calculateur comme tel. Puis, il faut dire, le calculateur, ils veulent le faire plutôt simple pour pas que ça prenne 3 semaines aux producteurs à ramasser leurs données pour donner aux conseillers puis avoir 3 chiffres après la virgule. Ils veulent vraiment un logiciel simple qui va donner une bonne estimée là, de la production de gaz à effet de serre puis comment ils peuvent séquestrer le carbone à la ferme. Sans doute, mais l'intérêt, ce serait justement, il y a des projets actuellement qui se font de plus en plus, les normes LEED sont demandées. Puis les projets qui sont LEED bénéficient beaucoup d'avantages auprès des municipalités de plus en plus en taxes plus basses au niveau des assureurs et tout ça. Donc, il y a des points pour les projets LEED qui ont rapport au site ou à l'environnement. Donc, c'est dans ce sens-là que votre outil serait vraiment intéressant à éventuellement envoyer à tous les gens qui certifient des projets LEED. Bien, intéressant, c'est noté. Je vais en parler à la responsable au projet. Merci. OK. Merci, je vais passer par Vicky pour envoyer les liens. Merci beaucoup. Je vous écoute. Ça me fait plaisir de transférer ça. Est-ce qu'ils calculent les émissions avec les quantités d'engrais épandus et ces choses-là? Oui. OK. Bon, ben, je pense qu'il y avait juste moi et Mireille qui avaient des questions. Gênez-vous pas, on peut laisser d'autres gens. Non, on dirait qu'on a bien fait ça. Il va y avoir un petit sondage après. Ça serait bien apprécié si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre. Nous autres, ça nous permet de voir ce qu'on peut améliorer, puis quoi d'autre on peut offrir aussi. J'aimerais vous inviter aussi mardi le 12 avril. Le webinaire va être sur les municipalités amies du climat avec Vivre en ville. On va parler d'actions structurantes
pour réduire le bilan de carbone en transport. Donc, vous êtes invités à participer également. Il va y avoir déjà le lien de description et où va être dans le clavardage. Sinon, sur notre site ou Facebook, vous avez juste à nous suivre. Donc, un gros merci, Dominique, Med. C'était super intéressant. C'est le fun que toutes les sphères de la société soient dans l'action au niveau de la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est super encourageant. C'est des beaux projets. Puis, j'ai aimé aussi le fait que y a des impacts positifs à plusieurs niveaux. Hein. Quand on protège la santé des sols, on protège la ressource en eau, la biodiversité, les haies brise-vent aussi, ça l'apporte tout ça. Donc, je trouve ça vraiment génial qu'on ait des producteurs qui soient partants pour, j'avais le mot anglais en premier, là, qui soient partants comme ça pour participer à ces projets-là, puis on a hâte de voir les résultats. Fait qu'un gros merci, bonne journée tout le monde. Merci, bonne Merci journée. beaucoup, bonne journée.